vite. Et aujourd'hui, en fait, il faut être résilient. Il faut être agile. Il faut être capable de changer de cap très rapidement. Il faut être prêt à toute éventualité. Pour nous aider à y voir plus clair dans une situation très incertaine, le regard de Laurent Haug, vous êtes entrepreneur, vous êtes un grand spécialiste du monde des entreprises et surtout des nouvelles technologies. Comment est-ce que vous avez, vous, vécu cette crise personnellement ? Pour moi, j'ai été complètement surpris. Je l'ai pas du tout vu venir, alors que je pense qu'il y avait quand même pas mal de signaux que c'était à l'horizon. J'ai appris aujourd'hui que les Chinois parlent des Black Swan, mais ils ont aussi la notion de Grey Rhino, donc un rhinocéros gris. Qu'est-ce que c'est un Black Swan? C'est un phénomène qu'on peut pas prévoir. Un rhinocéros gris, c'est un phénomène, vous le voyez arriver, il vous fonce dessus et vous pouvez rien faire pour l'arrêter. Donc c'était un petit peu ça le Covid, c'était un rhinocéros gris qui nous a foncé dessus. Et moi j'ai trouvé que c'est une crise qui a fait ressortir beaucoup de bons. Je pense que ça nous a ça a réactivé la solidarité, par exemple, ça a réactivé un retour à des choses assez intéressantes, un changement des modes de vie vers peut-être des choses plus durables. Puis en même temps, ça a fait ressortir pas mal de problèmes. J'ai l'impression que les inégalités ont été creusées très fortement au niveau politique, au niveau social. Puis alors, si je viens sur mon sujet, qui est le sujet de la technologie, encore plus, c'est-à-dire que les entreprises qui étaient prêtes et qui avaient des modèles qui étaient faits pour le digital ressortent renforcés. Moi, j'ai vu des entreprises, pas mal d'ailleurs, qui s'en sortent renforcées. Et puis à l'inverse, les entreprises qui n'étaient pas prêtes, les entreprises qui ont été prises de court ou qui ont des modèles qui passent par un contact avec le client qui se fait uniquement de façon physique, ben ça a été énorme pénalité pour ces entreprises-là. Qui sort renforcé de cette crise ? Bien, les e-commerçants, ce qu'on appelait les e-commerçants. Je pense qu'aujourd'hui, la frontière est de plus en plus difficile à déterminer quand est-ce qu'on est dans le e-commerce ou dans le commerce. Mais les gens qui avaient des canaux de distribution digitaux, c'est des canaux qui ont connu des booms énormes. Je parlais de grandes sociétés suisses qui, par exemple, ont des réseaux de distribution qui passent par le LAN. Je pense à Nespresso, par exemple. C'est une entreprise qui a connu une explosion des ventes sur ces canaux digitaux, puis qui était prête quelque part, parce qu'il y avait un modèle qui était très résilient. Donc il y avait des points de vente physiques, puis il y avait des points de vente digitaux. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que le physique a baissé, forcément, les magasins ont été fermés, et puis le digital a pris le relais. Donc ça, c'est les entreprises qui se sont bien préparées à la crise, qui étaient actifs sur les deux tableaux, par exemple, qui sont actifs sur les deux tableaux, un produit pour le bureau et un produit pour la maison. Et donc là, il y a eu des vases communicants, et puis finalement, c'est des entreprises qui n'ont pas perdu beaucoup d'élan. Donc ça, c'est les entreprises qui étaient prêtes et qui ont très très bien encaissé la crise. Quelles sont les difficultés qu'il faudra gérer? On pense par exemple au poids du télétravail. C'est sûr qu'il y a des défis complètement nouveaux. Donc d'un seul coup, si vous êtes dans l'industrie immobilière, vous avez un gros problème, c'est que vous avez beaucoup de gens qui vous résilient les baux. Vous avez des entreprises qui ont dit à leurs employés, je pense à Google, qui a dit aux employés, vous ne retravaillerez plus physiquement au bureau jusqu'à fin 2021, quand même, ça fait 1 an et demi à distance. Et donc, il faut complètement réinventer la façon dont on travaille. Donc, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, l'arrivée d'un nouvel employé? Avant, un nouvel employé qui commençait, c'était une personne qui allait pouvoir tout de suite se confronter à la culture, sentir un peu l'ambiance, l'atmosphère, comprendre le langage de l'entreprise, les choses dont on peut parler facilement, les choses dont c'est plus dur de parler, etc. Comment est-ce que vous pouvez acquérir aujourd'hui ces intangibles, ces non-dits, quand vous arrivez sur un call Zoom et puis que vous avez 1 minute pour vous présenter? Il va falloir complètement repenser la dynamique entre créer quand même des moments où les gens continuent à se voir physiquement parce que c'est là qu'on crée les liens, c'est là qu'on apprend à se connaître, et puis des moments où on travaille à distance, mais ça crée des défis énormes de partage de l'information, de mesure de la performance, par exemple, comment est-ce qu'on sait, comment est-ce que quelqu'un a bien travaillé, d'intégration des nouveaux, de partage de la culture, de coordination, etc. C'est un énorme défi. Quels conseils donnez-vous aujourd'hui aux chefs d'entreprise, patrons de PME, pour garder le lien avec leurs clients? Parce que ça, c'est quand même aussi un élément essentiel. Alors ça, c'est un enjeu énorme et on voit qu'aujourd'hui, il y a des plaques tectoniques qui bougent chez les grandes entreprises. Je reviendrai pas sur les petites, mais chez les grandes, par exemple, on voit que Nike et Ikea ont arrêté de passer par Amazon parce qu'ils veulent avoir eux-mêmes le lien en direct. Apple, il y a quelques jours, a dit à Logitech, Sonos et Bose qu'il n'allait plus être listé dans les magasins Apple et dans le magasin physique et dans le magasin digital. Donc
cet accès au client est un enjeu énorme pour toutes les entreprises. Mon conseil, c'est d'avoir un modèle résilient, c'est-à-dire de penser en fait que le client veut juste acheter le produit et qu'il faut lui donner le plus de solutions possibles et puis des solutions qui soient complémentaires. C'est-à-dire que si le magasin physique est fermé, je vais pouvoir commander en ligne, mais si le magasin en ligne n'offre pas un très bon support client, je vais pouvoir aller chercher ce support dans un endroit physique. Donc il faut penser complémentarité. Dans le temps, on parlait un peu de canaux de distribution. Aujourd'hui, on parle de points de contact, de touch point, on parle de omnicanal. C'est ça un peu les termes que vous entendrez dans l'industrie du commerce de détail. C'est cette idée qu'en fait, il faut penser non plus en se disant, ben voilà, on a une newsletter, qu'est-ce qu'on va faire dedans? On a un call center, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est plutôt de penser dans le customer journey, le voyage que va faire le client dans sa demande. Donc, je veux m'acheter un ordinateur ou un smartphone, mais je vais peut-être lire un article en ligne, je vais peut-être aller dans un magasin pour le toucher, je vais peut-être ensuite le commander en ligne et puis je vais aller le chercher dans mon supermarché où il a été livré. Tout ça, c'est les points de contact entre une marque et son client et il faut vraiment penser l'ensemble en fait selon le but de ce que veut atteindre la personne qui consomme. Est-ce que notre regard sur la technologie est en train de changer ou va changer fondamentalement? Pour moi, c'est un changement radical. C'est complètement différent. On n'est plus du tout dans la même époque. On a commencé. Alors moi, j'ai vraiment commencé dans les années 90. Donc d'abord, il y avait une phase un peu d'ignorance. Ça n'intéressait personne. Ensuite, il y a eu la bulle Internet, qui a donc été une première phase d'euphorie. Puis ensuite, il y a eu une espèce de traversée du désert où la technologie, de nouveau, n'intéressait personne. Puis c'était presque un métier un peu honteux. Aujourd'hui, on est dans une phase complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a eu le Web 2.0 qui commence autour de 2005, où là, il y a vraiment la démocratisation, la technologie arrive dans le quotidien de tout le monde. Et c'est là qu'on a commencé à regarder la Silicon Valley comme une espèce de lieu fascinant, où voilà, un peu sacré, comme ça, on avait des idées géniales qui descendaient, qui allaient rendre le monde meilleur. Et puis, en fait, on donnait un blanc-seing aux technologies. C'est-à-dire qu'on les regardait que d'un œil positif. Et je crois que depuis 1 an ou 2, depuis Snowden qui a commencé à faire réfléchir les gens, depuis les différents scandales avec Facebook et d'autres, Cambridge Analytica, etc. D'un seul coup, il y a eu un switch complet et la société se méfie de la technologie. C'est-à-dire que on est encore passé d'un extrême à l'autre. Après une phase de fascination, maintenant, on est dans une phase peut-être de scepticisme, peut-être même exagéré dans certains cas. Et du coup, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que avant, quand il y avait une grande société californienne qui proposait un service, tout le monde trouvait ça, on se posait pas de questions sur l'impact que ça allait avoir. Donc aujourd'hui, le regard a vraiment changé. La technologie est aussi devenue un espace de conflit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays se tapent dessus littéralement à coups de hackers. Les Russes sont soupçonnés d'avoir hacké des centrales thermiques en Ukraine pour faire tomber le réseau électrique. Il y a toutes les manipulations d'élections. USA et la Chine. Voilà, et alors maintenant ça va encore plus loin. C'est-à-dire que TikTok, Trump dit que c'est une menace nationale. Il y a plein de gens qui pensent que ça n'est pas du tout une menace nationale, mais d'un seul coup, la technologie devient un enjeu commercial, devient un enjeu de nationalisme, devient un enjeu politique. Et là, il y a aux États-Unis des patrons de grandes sociétés technologiques qui sont très inquiets parce que le fait d'avoir coupé TikTok crée un précédent qu'un gouvernement peut arriver puis interdire demain. Twitter peut être interdit en Inde, en Chine, sur des marchés comme ça. Bon, et donc on s'achemine de plus en plus vers la technologie qui devient un champ de bataille, en fait, carrément. Je crois on peut dire le mot, qui devient un champ de bataille pour les pays sur lesquels ils se battent de façon directe ou plus ou moins indirecte. Les Russes, les Nord-Coréens, et je pense à tous les pays qui ont assez d'argent ont des équipes pour aller pirater les autres. Et puis, ça devient un champ de bataille pour les entreprises. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand vous dépendez de certains géants pour votre infrastructure, ça crée des problèmes, ça crée des économies, ça crée des problèmes. C'est intéressant d'être souverain aujourd'hui dans son infrastructure technologique. En conclusion, quel est le conseil que vous donnez aux décideurs économiques? Est-ce que finalement, vous êtes assez optimiste? Alors, optimiste, sur certains points, oui. Moi, je pense qu'on va vers du mieux sur certaines choses. Maintenant, mon conseil, c'est de penser en fait résilience. C'est-à-dire que
Pour moi, j'ai un peu un livre de chevet dont je parle beaucoup qui s'appelle Team of Teams, qui a été fait par un général américain qui est propulsé à la tête du service interarmé de l'armée américaine en Afghanistan en 2008. Et puis il se rend compte que le problème n'est pas leur matériel, le problème n'est pas le talent des soldats, le problème n'est pas l'argent qu'ils ont, le problème c'est la façon dont ils travaillent. Et il se rend compte qu'ils sont en fait faits pour un monde tayloriste, un monde où tant que chacun fait sa petite tâche bien, tout va bien se passer. Bon, il se rend compte qu'aujourd'hui, le monde en fait est plus complexe, il est devenu imprédictible. Et avant, on faisait des murs très forts, on faisait des lignes Maginot, on était robuste. Et aujourd'hui, en fait, il faut être résilient, il faut être agile, il faut être capable de changer de cap très rapidement, il faut être prêt à des éventualités, à peu près à toute éventualité. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment un conseil concret, c'est de penser ce que lui, il appelle une équipe d'équipe, un team of teams. C'est une organisation qui, en même temps, donne beaucoup d'autonomie aux gens, parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus faire que ça. Il faut donner de l'autonomie. Les métiers se spécialisent aussi beaucoup. On ne peut pas imaginer qu'un chef d'entreprise va être capable en même temps d'être aussi bon que le spécialiste qui fait le search engine optimization, la finance, le marketing, etc. Et puis, en même temps, il faut arriver à créer ce qu'il appelle dans le livre une conscience partagée. C'est-à-dire que tout le monde sache pourquoi on fait les choses, quel est le but qu'on vise. Et donc, cette combinaison d'autonomie et de vision crée en fait des entreprises résilientes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner parce que une chose est sûre, personne ne connaît l'avenir. Je crois que tous les futuristes ont mangé leur chapeau parce que personne n'avait vu venir ce Covid.